Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. Nous nous efforçons ici de mieux vous informer pour mieux agir. Le 11 mars 2011, un violent séisme frappe la côte est du Japon, suivi par un tsunami de grande ampleur. Le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est privé de son alimentation électrique extérieure, puis, par la vague du tsunami, de ses sources d'alimentation électrique de secours. Les cœurs des réacteurs 1, 2 et 3 ne sont plus refroidis. La température augmente, la gaine enveloppant les pastilles de combustible se désagrège, puis le combustible se met à fondre. Les corium, mélange de tous les produits en fusion à 3000 degrés, perce les cuves des réacteurs. TEPCO, l'exploitant, tente de limiter la pression et rejette des produits radioactifs dans l'environnement. Par suite d'une accumulation d'hydrogène, le bâtiment du réacteur numéro 1 explose le 12 mars, celui du réacteur numéro 3 le 14 mars et enfin celui du réacteur numéro 2 le 15 mars. Le réacteur numéro 3 contient du MOX, qui est un mélange de plutonium et d'uranium appauvri. Des rejets massifs de radioactivité vont alors se produire dans l'atmosphère. On a choisi aujourd'hui de revenir sur cette catastrophe et ses conséquences en vous faisant écouter des passages du livre « Les sanctuaires de l'abîme », chronique du désastre de Fukushima paru en 2012, lu par Nadine Ribaud, qui est co-auteure de l'ouvrage, et aussi grâce à des analyses enregistrées en 2014, des analyses de Cécile Azanou-Mabris, qui est chercheur en sociologie urbaine, qui vit et travaille au Japon et qui s'est intéressée à la protection des populations après Fukushima et en particulier pour les politiques de relogement. On va commencer par écouter un extrait des Sanctuaires de l'abîme, lu par Nadine Ribaud, qu'on pourrait intituler « Et pourtant, la catastrophe était prévisible ». On écoute. Dès 1972, Stefan Hanauer, responsable des questions de sécurité à la Commission de l'énergie atomique des États-Unis, publiait une note contenant l'avertissement suivant. Le système de contrôle de la pression utilisé dans les centrales de type General Electric Mark I présente des risques inacceptables et ce type de centrale devrait être arrêté. La réponse de Joseph Henry, responsable de la réglementation au sein de la même commission, ne se fit pas attendre. Arrêter ce type de centrale est une idée très séduisante, mais cette technologie est si largement acceptée par l'industrie et par les instances chargées de la réglementation que le bouleversement de cette politique consacrée pourrait bien signifier la fin de l'énergie nucléaire. Dans les années 80, un autre membre de cette commission, Harold Denton, réitérait l'avertissement. Les réacteurs de type Mark I ont toutes les chances d'exploser si les barres de combustible surchauffent et fondent lors d'un accident. Il existe actuellement 33 réacteurs de cette sorte dans le monde. 23 sont aux États-Unis, les autres au Japon. 5 sur le site de Fukushima Daiichi, 2 à Hamaoka, 1 à Onagawa-cho, 1 à Matsue, 1 à Tsuruga. En juillet 1999, un premier chargement de combustible MOX contenant 225 kg de plutonium, produit par la société française Kojima, partait de Cherbourg à destination de la centrale de Fukushima Daiichi. 2 ans plus tard, un second chargement contenant 220 kg de plutonium, produit par la Kojima en association avec la firme belgo-nucléaire, était livré à la centrale de Kashiwazaki, gérée par TEPCO, tout comme les centrales de Fukushima. Le combustible provenant de ce second chargement ne fut jamais utilisé à Kashiwazaki, mais fut, semble-t-il, transféré à Fukushima.
En août 2000, des associations locales avaient porté plainte afin d'empêcher toute utilisation du MOX dans cette centrale. À l'issue d'un procès qui dura 9 mois, il apparut que les données relatives au contrôle qualité avaient été falsifiées, que les normes de production du MOX étaient entachées d'irrégularités et que l'emploi de ce combustible dans les réacteurs japonais faisait courir des risques. Sans donner raison aux plaignants, le tribunal de Fukushima ordonna que les informations relatives au contrôle qualité soient rendues publiques, ce que ni la Kojima ni la Belgo-Nucléaire n'ont accepté de faire. Suite à ce procès, qui avait montré la vigueur relative de l'opposition locale, le gouverneur du département de Fukushima prit une mesure dilatoire, annonçant que le MOX ne serait pas utilisé tant que la politique énergétique n'aurait pas été réexaminée. De fait, le combustible arrivé en 1999 à Fukushima Daiichi et stocké depuis lors dans la piscine du réacteur numéro 3 ne fut chargé dans ce réacteur qu'en septembre 2010. En mai 2001, une plainte déposée aux États-Unis avait dénoncé l'utilisation du combustible MOX dans le réacteur numéro 3 de Fukushima Daiichi. Dans la demi-heure qui a suivi le tremblement de terre, tous ceux qui connaissaient le dossier de Fukushima pouvaient se douter de ce qui allait arriver, c'était prévisible, affirme Sean Burney, auteur en 2000 du rapport de Greenpeace qui était à l'origine de cette plainte. De son côté, l'agence japonaise de sûreté nucléaire informait régulièrement, dans ses rapports publiés depuis 2008, des risques liés à l'exploitation des centrales du type de celle de Fukushima Daiichi. L'un d'eux soulignait qu'avec un mur brise-lames de 13 mètres, si une vague de 15 mètres atteignait la centrale, toutes les sources d'électricité tomberaient en panne, système d'urgence compris. Le rapport signalait que les mécanismes de refroidissement étant rendus inopérants, le cœur du réacteur serait alors endommagé à 100%, c'est-à-dire entrerait en fusion. Un autre rapport, publié en 2010, rappelait qu'en cas de panne d'électricité, les barres de combustible entreraient en fusion en moins de 100 minutes et que l'enceinte de confinement des réacteurs serait endommagée 7 heures plus tard, tandis qu'une quantité importante de matière radioactive s'échapperait dans l'atmosphère. Effectivement, à Fukushima, où le mur protégeant la centrale était de 5,5 mètres de haut, soit moins de la moitié de la hauteur mentionnée, les premiers signes de fusion du cœur du réacteur numéro 1 se sont manifestés 2 heures après le raz-de-marée et l'enceinte de confinement a été endommagée dans les 4 heures qui ont suivi. Oui, la catastrophe nucléaire de Fukushima était prévisible, comme la prochaine catastrophe nucléaire est prévisible partout dans le monde. En fait, la technologie nucléaire porte en elle la catastrophe, parce qu'elle s'efforce de contrôler par des moyens humains, donc imparfaits, des réactions en chaîne qui obéissent à des lois physiques immuables. Nous, antinucléaires, nous savons que des rejets aussi massifs de radioactivité dans l'atmosphère ont des conséquences sanitaires importantes. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes antinucléaires, parce que la radioactivité, c'est dangereux, c'est insidieux. On la respire, on l'ingère, elle est partout. Elle n'est pas gérable, et pourtant, c'est ce que les nucléocrates essayent de nous faire croire. On va écouter un nouvel extrait des Sanctuaires de l'Abîme, lu par Nadine Ribaud sur ce sujet. S'agissant de la gestion des populations précisément, le département de Fukushima prend en juin l'initiative d'une enquête de gestion sanitaire de la population menée auprès de l'ensemble des habitants du département exposés à de forts taux d'irradiation sous l'égide de la faculté de médecine de Fukushima. Chacun doit rendre compte, dans les moindres détails, de ses faits et gestes quotidiens depuis le 11 mars, afin que son degré d'exposition aux radiations puisse être évalué. Le deuxième volet de l'enquête, lancé en octobre, porte à la fois sur la santé physique et la santé mentale et émotionnelle et a pour cible des populations spécifiques, enfants et adolescents, femmes enceintes et jeunes mères. Les informations recueillies seront conservées pendant 30 ans et les responsables de l'enquête se félicitent de ce que
L'étude ira bien au-delà de toutes celles qui ont été réalisées sur les victimes de Hiroshima et de Nagasaki, dans la mesure où elle intégrera l'évaluation de la contamination alimentaire. Dans cette faculté de médecine, certains soutiennent que la radioactivité artificielle ne comporte aucun danger réel pour la santé en dessous de 100 millisieverts par an, c'est-à-dire 100 fois la dose considérée comme acceptable. C'est pourquoi cette étude a été conçue de manière à calmer les inquiétudes des habitants du département après l'accident de la centrale nucléaire. La chose est si certaine que Toshiteru Okubo, président de la Radiation Effects Research Foundation, qui a signé un accord de coopération avec la faculté de médecine de Fukushima, peut se permettre de commenter les résultats de cette enquête avant même qu'elle ait été réalisée. On peut présumer que l'impact des accidents de Fukushima sur la santé publique sera très mineur. D'après les études antérieures, l'exposition de la population à quelques dizaines de millisieverts par an n'est pas de nature à avoir des conséquences négatives. À de tels niveaux d'irradiation, il est fort probable que la consommation de tabac ou le stress de l'évacuation auront des effets plus importants que les radiations elles-mêmes. Le président de la RERF parviendra sans aucun doute à confirmer ces extrapolations. La fondation qu'il préside est en effet un groupement nippo-américain de recherche sur les retombées de la bombe A, créé en 1947 par l'Académie des sciences américaines. Financé à l'origine par la Commission de l'énergie atomique des États-Unis, il est géré conjointement depuis 1975 par le ministère japonais de la Santé, par le département américain de l'énergie. Et ses travaux, selon le docteur Eisuke Matsui, n'ont jusqu'à présent décelé chez les enfants des survivants de la bombe A aucune conséquence génétique de l'irradiation de leurs parents. 0 conséquences génétiques à Hiroshima. En 2011, l'année des rejets massifs à Fukushima, les experts autorisés ne prévoyaient aucun mort avant même d'avoir commencé les études sanitaires. Il est aisé de comprendre pourquoi il faut taire les conséquences de la catastrophe. Voyons ce qu'en dit Cécile Azanouma-Brice en 2014. La première année qui a suivi la catastrophe de Fukushima a consisté à donner l'illusion aux citoyens d'une prise en compte de leurs requêtes, afin de calmer les oppositions un peu trop fortes face à la non-gestion de la situation. Ce fut les premiers pas vers l'apprentissage de la cogestion, tout en gardant pour principe qu'il fallait éviter les déplacements de population, éviter le refuge, qui aurait été la seule mesure de protection raisonnable selon des ingénieurs du nucléaire, comme par exemple le professeur Koide, qui est ingénieur au centre de recherche Curie, KURRI, à l'université de Kyoto. Car selon les experts internationaux de la gestion des désastres nucléaires, qui basent eux leur raisonnement sur la théorie des risques-bénéfices, le coût de la protection s'avère bien trop élevé dans la plupart des catastrophes industrielles pour pouvoir la mettre en œuvre. Je me réfère ici aux récentes déclarations des experts de l'OMS, de ceux de l'AIEA et de l'ICRP, ou CIPR en français, qui se sont réunis lors du 3e symposium des experts internationaux qui a eu lieu à Fukushima, qui est organisé par la Fondation Sasakawa et l'Université médicale de Fukushima, qui a eu lieu les 8 et 9 septembre 2014. C'est donc très récent. Le titre annonçait le dépassement des querelles épidémiologiques pour enfin atteindre les sommets prometteurs de la résilience et de l'empowerment. Le titre était donc en anglais dans le texte « Beyond Radiation and Health Risk Toward Resilience and Recovery ». Pour rappel, Julio González, qui tout en étant membre de l'ANSCIR, occupe la fonction de membre de la commission sur les normes sécuritaires de l'AIEA. Tout est une question de communication. Et il s'agit d'abord de calmer les inquiétudes irraisonnées des populations qui sont dues, selon lui, au terme contamination, qui référant au monde de la pathologie,
fait peser sur l'irradiation une image bien trop négative qui n'aurait pas lieu d'être. Idée qui est reprise par sa consoeur Emily van de Vetter de l'OMS, qui propose l'intégration de workshops sur l'irradiation et ses bénéfices, qui seraient donc comparables à ceux du Soleil, dans la formation aux connaissances de base destinée aux enfants des écoles primaires. Quoi qu'il en soit, conclut-elle, nous devons gagner le pari du co-bénéfice. Au moins, les choses sont claires. On peut néanmoins se demander si ces experts, qui sont si fermement assurés de la valeur de leur postulat psychologique sur les peurs de l'opinion et les moyens de les manipuler, ne devraient pas plutôt s'intéresser aux données et à l'évidence des conséquences en termes de santé publique, puisque, je vous le rappelle, selon la commission d'enquête du département de Fukushima, dont les résultats ont été rendus publics le 24 août 2014, ce ne sont pas moins de 104 enfants de moins de 18 ans, parmi les 300 000 composant l'échantillon, qui ont été diagnostiqués comme étant atteints d'un cancer de la thyroïde. Pour en rester au niveau médical, les experts en charge de cette même enquête sanitaire ont proposé publiquement le 12 novembre 2014, donc encore une fois c'est toujours très récent, d'arrêter ces tests sur la santé, car selon eux, le plus grand danger serait le stress que ces tests engendreraient chez les enfants qui en font l'objet. Pour appliquer donc la décision prise par les experts de la solution des problèmes, des organismes internationaux de gestion du nucléaire et de ses crises, il s'est donc agi dans un premier temps de rassurer la population, de construire l'illusion de la protection via des mesures extrêmement visibles afin donc de maintenir cette population à demeure. Aujourd'hui, dans les faits, la seule enquête épidémiologique concerne les cancers de la thyroïde chez les jeunes mineurs au moment de la catastrophe. Avant 2011, l'incidence du cancer de la thyroïde des enfants au Japon était de 0,35 cas par an pour 100 000 enfants. Aujourd'hui, c'est 197 cas de cancer qui sont confirmés et nous savons que si de l'iode radioactive a été rejeté, d'autres éléments radioactifs comme le césium, le plutonium, le strontium ont également été. Mais tout a été fait pour garder la population à demeure et c'est à contre-cœur que les autorités ont dû se résigner à évacuer 160 000 personnes, dont 80 000 personnes n'ont pas pu ou n'ont pas voulu rentrer chez eux. La question aujourd'hui est de savoir comment les faire revenir. La réponse trouvée est simple. Il s'agit de faire accepter la vie quotidienne en territoire contaminé. Sur ce sujet, on écoute un extrait des Sanctuaires de la Lune lu par Nadine Tribault, la radioactivité au quotidien. Entre les membres du projet 47 et les personnes qu'ils essaient d'informer, naissent des polémiques. Une femme estime qu'informer la population de la réalité de la situation l'effraierait inutilement, sans pour autant la faire réagir, que les Japonais ne savent qu'obéir à un maître qui gronde. La mesure individuelle de l'irradiation est fréquemment vécue comme une sanction injustifiée, comme le stigmate d'une culpabilité. L'équipe du projet 47 se rend ensuite dans une ferme proche de Koriyama, à 60 km de la centrale, pour y mesurer la radioactivité. Un couple de paysans vivait là. Ils ont abandonné la ferme le 15 mars pour se rendre dans la ville voisine de Miharu avec leur petite fille de 8 ans dont ils ont la garde. La fillette présente depuis 3 mois un gonflement de la gorge qui pourrait laisser soupçonner un problème thyroïdien, mais les examens de sang n'ont rien détecté de suspect. Ils ont momentanément séjourné dans un centre d'évacuation et ont ensuite loué une maison près d'une école pour scolariser l'enfant. La grand-mère remercie les membres du projet 47 d'être venus leur dire la vérité.
Les autorités, racontent-elles, disent qu'il ne faut pas s'alarmer au sujet de l'alimentation, que tout est sain. C'est comme dans une secte religieuse, où ceux qui croient oppriment ceux qui doutent. TEPCO doit rendre la nature et la vie telles qu'elles étaient auparavant. Nous n'avons besoin ni d'argent ni d'excuses. Nous voulons retrouver l'air et le sol comme nous les avons connus toute notre vie. Les mesures sont prises. Le rayonnement gamma est de 2800 coups par seconde au sol et 1800 à 1 mètre du sol. Sur certains points du terrain, on relève jusqu'à 8000 coups par seconde. En voyant les chiffres défiler, ces gens fondent en larmes. Morceaux de bois, cordages, matériaux divers éparpillés sur le sol, tous les objets qui se trouvent là sont imprégnés de césium 137 et 134. Le terrain est inutilisable pour au moins 10 ans. Écoutons également ce qu'en disait en 2014 Cécile Azanima-Brice, chercheuse en sociologie urbaine. Je vous rappelle aussi, je passerai très brièvement dessus parce qu'on en a beaucoup parlé, de l'instauration des postes de mesure de la contamination au sein de la préfecture. Je vous rappelle aussi que ce sont les citoyens qui d'abord ont instauré la mesure à la fois environnementale, à la fois sanitaire, et également de l'alimentation. Et le gouvernement et donc la préfecture de Fukushima a pris le pas sur les initiatives des citoyens en instaurant des postes de mesure de la contamination un petit peu partout dans le territoire. Vous voulez de la mesure, qu'à cela ne tienne, nous allons vous en donner, mais bien sûr en trafiquant les chiffres qui sont énoncés par ces machines, en mettant les machines à plus d'1 mètre du sol, en les instaurant sur des plaques de fer qui sont régulièrement nettoyées, etc., afin que les machines affichent des chiffres inférieurs à la réalité. Également le nettoyage ou la décontamination des sols, qui est toujours d'actualité plus que jamais, c'est pour ça que je souhaite en parler, qui implique parfois les habitants eux-mêmes depuis le départ, voire les élèves des écoles. Le citoyen devient donc acteur du jeu et c'est désormais à lui de recréer de ses propres mains, au sens premier du terme, un environnement dans lequel la vie sera possible. On voit bien ici la mise en place concrètement de l'empowerment ou de la valorisation abusive de ce qu'on appelle le manpower. Selon le rapport du 29 octobre 2012, donc lui qui est assez ancien, qui est relatif à la construction de Fukushima, qui a été réalisé par les services du département, ce serait donc à l'époque 3 milliards d'euros qui auraient été consacrés en 1 an et demi au jour. Aujourd'hui, on sait bien que l'efficacité de ce nettoyage reste en cause. Une politique offensive de communication est également élaborée via des messages préconçus et largement véhiculés de l'impossibilité des Japonais à quitter leur pays natal, visant à motiver l'abandon du départ. S'il est évident que l'éloignement de sa terre est un déchirement d'autant plus fort lorsqu'il s'agit de celle que l'on a cultivée le temps d'une vie, ce sentiment n'est pas propre au peuple japonais. Bien évidemment, il en aurait été de même en France ou partout ailleurs dans le monde. Par ailleurs, nombre des personnes que nous avons interviewées lors de nos recherches ont exprimé leur désir du refuge, malgré leur attachement à la terre. Mais elles étaient confrontées à l'impossibilité matérielle de pouvoir mettre en œuvre leurs désirs. Mais ce qu'elles nous disaient, leur parole était « oui, bien sûr, nous aimerions entrer, mais ça n'est pas possible dans un tel environnement. Donc, permettez-nous de partir. » Les pouvoirs publics, eux, ont retourné le discours et ont réinterprété ces paroles de la façon suivante. Ces gens veulent rentrer, donc il faut leur permettre de pouvoir le faire. Nous allons rouvrir la zone d'évacuation. Ni une ni deux, cette politique d'appel au retour se solde par la réouverture d'une partie de la zone à la fin mai 2013. En avril 2011, le gouvernement avait fixé, je vous le rappelle, une zone d'évacuation de 20 km comprenant la ville de Futaba et 8 autres collectivités. La totalité du périmètre est réorganisée.
Dans cette mise en scène de la cogestion du désastre, on observe une déresponsabilisation de l'État qui amène à faire peser la responsabilité sur les individus contraints à la gestion de leur vie quotidienne dans un environnement contaminé ou encore confrontés au choix rendu impossible du refuge. Donc le concept principal pour tenter de faire accepter cette nouvelle vie, entre guillemets, en territoire contaminé, c'est de faire participer les populations, les faire participer à la mesure, les faire participer à une décontamination impossible. En fait, rendre les victimes acteurs. C'est à eux de trouver les solutions pour gérer au quotidien les conséquences d'une catastrophe dont ils ne sont pas responsables. Dans la réalité, aujourd'hui, rien n'est réglé à Fukushima. Les 3 coriums des réacteurs 1, 2 et 3, magma de produits radioactifs, sont inapprochables et il faut refroidir les réacteurs en permanence. Plus de 200 mètres cubes d'eau sont utilisés quotidiennement. Cette eau se charge de radioactivité et pollue les nappes phréatiques. Une partie de cette eau est partiellement décontaminée et rejetée dans l'océan. Le reste est stocké. Aujourd'hui, 1 million de mètres cubes sont stockés. Quelques actions dérisoires et fort coûteuses ont été mises en place, comme la création d'un mur de glace souterrain autour des réacteurs, ainsi qu'un mur imperméabilisant côté mer. Et puis, il y a tous les déchets radioactifs solides à stocker, aujourd'hui dans des millions de sacs poubelles. La décontamination est impossible. Il ne reste plus à la population qu'à éviter les hotspots, les points chauds où se concentre toute la radioactivité. Enfin, on vient de découvrir dans les cours d'eau autour de Fukushima et jusqu'à des centaines de kilomètres autour de la centrale de minuscules billes de césium, c'est-à-dire des concentrés de césium-137 qui, ingérés, se fixent sur les muscles et en particulier dans le cœur. Alors non, rien n'est réglé à Fukushima et rien ne sera plus jamais comme avant. Mais dès 2011, les territoires contaminés devenaient des terres d'expérience pour les planificateurs et promoteurs de la fuite en avant nucléaire. Un extrait de Sanctuaire de la Vigne. La question se pose tout de même de savoir quoi faire de la région la plus contaminée par la catastrophe nucléaire. Le Monde, daté du 11 mai 2011, révèle le début du programme. Le Premier ministre japonais a formé, le 16 avril, une commission chargée de réfléchir à la reconstruction et de livrer une première série de propositions au mois de juin. Présidée par Makoto Iyokibe, le responsable de l'Académie nationale de défense, elle réunit des personnalités issues d'horizons différents. L'architecte Tadao Ando et le vice-président de Sony, Ryoji Tsubachi, notamment, et les présidents des départements les plus touchés de Miyagi, Iwate et Fukushima. Plusieurs idées circulent déjà, comme la construction de villes nouvelles en retrait des côtes, sur des hauteurs, ou la transformation de ces régions en zones économiques spéciales. Les entreprises japonaises qui s'étaient déjà dotées de départements dédiés à la promotion de smart communities, des communautés intelligentes qui, en l'occurrence, s'attachent à développer de nouvelles formes de vie en communauté autour de l'exploitation de technologies et de ressources situées au cœur de réseaux d'électricité, d'eau, de gaz, de manutention et de transport, sous l'œil informatique d'un centre de contrôle optimisant l'offre et la demande d'énergie d'une région, sont conviés, sous l'égide d'un métier omniprésent, à créer des smart cities, villes intelligentes, dans les zones dévastées. Il s'agit pour ces fleurons de l'industrie japonaise que sont Toshiba, Mitsui et Hitachi de créer des emplois verts dans le traitement des eaux, la fabrication des compteurs électriques nouvelle génération, les systèmes de transport de l'électricité et les mégacentrales solaires, et bien sûr d'exporter ces technologies. Une des conditions que posent les philanthropes qui parrainent toutes ces activités est que l'utilisation des anciennes terres agricoles où elles s'implanteront soit déréglementée et que la nouvelle zone économique spéciale bénéficie d'avantages fiscaux.
C'est l'occasion rêvée de se remplir les poches et de tirer un trait définitif sur le monde archaïque de la pêche et de l'agriculture artisanale. D'après une enquête de l'Association professionnelle des pêcheurs de Miyagi, 1/3 des pêcheurs de ce département, le plus touché par le raz-de-marée, veulent cesser leur activité. Ce taux atteint 80% à Ogatsu, 44% à Shichigahama et 31% à Onagawa. Il va de soi que la structure de l'offre de produits de la mer dans la région en sera profondément modifiée. Seuls survivront ceux qui pourront investir de façon conséquente. Beaucoup de ceux qui ont décidé de s'arrêter pratiquaient une pêche saisonnière, moins de 3 mois par an, et exerçaient parallèlement une activité agricole. Les autorités locales envisagent de modifier le système d'allocation des quotas afin d'attribuer les droits de pêche au large des côtes du département à de nouveaux entrants. De grands mots peuvent engendrer des bénéfices encore plus grands. Kenichiro Yagi, président du marché aux poissons de la ville d'Ofunato, ne dissimule pas son enthousiasme. L'océan fatigué a été revigoré par le raz-de-marée. Pour l'industrie de la pêche, c'est une opportunité unique. Les installations construites par les hommes tout le long de la côte ont été détruites, mais en profondeur, la situation est loin d'être catastrophique. Elle s'est en fait améliorée. Il n'y a aucune raison d'être pessimiste. Une telle chance pour les affaires ne se présente qu'une fois par millénaire. La sursocialisation enjoint à chacun de nous de prendre civiquement part à la gestion des dégâts et à l'aménagement des décombres, et de toujours monter d'un cran dans l'équipement technologique vers une sécurité perpétuellement hors d'atteinte. Chaque déconvenu nous fait bénéficier, en contrepartie, d'un appréciable retour d'expérience dont le laboratoire Monde saura nécessairement tirer profit. On doit donc saluer l'opportune création d'un institut international de recherche sur la science du désastre à l'université du Tohoku, à Sendai, le premier centre japonais polyvalent, en partenariat notamment avec la Harvard Humanitarian Initiative, censé élaborer des techniques de gestion des catastrophes et de minimisation des dommages, des modes d'intervention robotisés, des technologies de décontamination et des manières de transmettre la mémoire des désastres aux générations futures. Cette catastrophe est donc une aubaine. Les Jeux Olympiques de 2020 verront certaines épreuves se dérouler à côté de Fukushima. Monsieur Macron a choisi la date du 11 mars dernier pour rencontrer Monsieur Modi, le Premier ministre indien, afin de finaliser la vente de 6 réacteurs nucléaires à Jaitapur, village de pêcheurs et d'agriculteurs, qui s'opposent au projet depuis plus de 10 ans. Aucune annonce de fermeture de réacteurs nucléaires n'a lieu en France. Et la France vend à la Chine une usine de production de MOX. En fait, c'est business as usual. Il ne s'est vraiment rien passé à Fukushima. Vous étiez sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive. Pour retrouver plus d'informations sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima, on vous conseille la lecture évidemment du Sanctuaire de l'Abîme, chronique du désastre de Fukushima par Thierry et Nadine Ribaud. Nous avons entendu cet extrait dans cette émission lue par Nadine Ribaud. Ces extraits provenaient des émissions de radio intitulées Nucléaire, la fabrique de l'oubli, que nous vous recommandons chaudement. Vous pouvez aussi vous rapporter au blog Mediapart de Cécile Azani-Mabry, retrouver tous ces textes. Vous pouvez vous référer au blog de Fukushima et à nos émissions du collectif Antinucléaire Presse sur Radio Galère, dont 3 heures spéciales consacrées à la catastrophe en 2015. Je veux remercier Toubia la technique. Et puis, on va se retrouver dans 15 jours pour parler justement de l'EPR et de la vente de 6 réacteurs en Inde. À dans 15 jours. Merci Radio Galère.